Bonjour Laurence. Bon, j'allais dire juste un petit mot. Merci Laurence. Bonjour à tous. Je suis Jérôme Roth, le président de l'UIA. Je suis ravi d'être là avec vous. Je dis bonjour parce qu'ici à San Francisco, il est 8 heures du matin, 8h30 du matin. Comme vous savez, l'UIA est resté très actif pendant cette période de Covid et nous en sommes très fiers. On a organisé des webinaires comme celui-ci ce matin, aujourd'hui, je veux dire, des podcasts, des vidéos, des sites sur le web, etc. Et je vous remercie tous de nous aider, de rester loyaux à notre organisation, à notre association. Et je remercie nos intervenants ce matin, Laurence Kiefer qui va commencer. Laurence, je vous passe la parole et merci pour être là. Et je vais éteindre mon écran pour le reste du séminaire. Merci à tous. Au revoir. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est le 4e séminaire webinaire organisé depuis 2 jours par la commission arbitrage, après l'arbitrage d'investissement, l'effet du Covid-19 sur l'évolution de l'arbitrage. On vient de terminer un webinaire en espagnol sur l'arbitrage de construction et maintenant, je vous emmène en Afrique avec 3 éminents panélistes, dont 2 sont connectés par téléphone et que vous ne verrez pas mais que vous entendrez. Ce ne sont pas les moindres. Je vous présente l'ancien président de l'UIA, Issouf Badio, ancien bâtonnier du Burkina Faso. Bonjour tout le monde. Le bâtonnier Joachim Bileaka de Côte d'Ivoire, qui est aussi membre de la Cour d'arbitrage de la CCI pour la Côte d'Ivoire et le 2e vice-président du Sénat des barreaux. Et puis, notre ami Aboubacar Fall, qui est connecté aussi par téléphone depuis le Sénégal. Il est avocat au barreau du Sénégal. Il a occupé des fonctions de conseiller juridique principal du groupe de la Banque africaine de développement et il a servi en qualité de président du conseil de gestion de la Facilité africaine de soutien juridique. Nous allons donc tous les 4 essayer de vous parler de ce qui se passe s'agissant de l'arbitrage en Afrique et de l'effet de la pandémie sur ce qu'il se passe. Vous savez que 2018 avait été un peu une grande année. Il y a eu plein d'initiatives sur l'arbitrage en Afrique. D'une part, il y a eu la réforme de l'arbitrage OHADA et de l'arbitrage CCJA, mais aussi différentes initiatives qui ont été prises pour donner plus de visibilité à nos confrères africains pour être arbitres ou être acteurs dans les arbitrages impliquant l'Afrique. En effet, il y a de plus en plus, les institutions s'accordent à dire qu'il y a plus en plus, que ce soit l'arbitrage, que ce soit la CCI, le CIRDI, beaucoup d'institutions conviennent qu'il y a de plus en plus d'affaires impliquant des États africains ou des sociétés africaines et qu'il y a encore trop peu de confrères africains qui sont impliqués soit comme avocats de parties africaines dans les arbitrages, soit comme arbitres. Voilà une sorte d'état des lieux. Arrive cette pandémie planétaire. Nos amis vivent des situations un petit peu différentes. Je crois qu'au Burkina, on n'est pas confiné. Abidjan est coupé du reste de la Côte d'Ivoire parce que c'est là qu'il se passe apparemment que se développe le virus. Et je crois que le Sénégal, mais Aboubacar Fall nous le dira, c'est un petit peu plus souple aussi, comme au Burkina Faso. Donc, nous avons réfléchi un peu sur la façon de vous parler de cette évolution et il nous a semblé que c'était intéressant de commencer par un état des lieux de ce qui se passe dans les tribunaux des 3 pays concernés, puisque
finalement, l'arbitrage, on le sait, c'est une parenthèse, mais les tribunaux viennent au soutien de l'arbitrage. Ils interviennent aussi après au niveau de l'exécution des recours. Et par conséquent, nos amis nous ont proposé de vous parler de ça. Donc, je vais commencer par donner la parole au bâtonnier Bileaka pour lui demander un petit peu ce qu'il se passe au Sénégal, comment est gérée la crise. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pardon. En Côte d'Ivoire. Vous avez la parole. Oui, bonjour Laurence, madame le modérateur ou la modératrice. Bonjour monsieur le président Soukadjo, bonjour bonjour les amis du MIA qui nous font l'amabilité et l'amitié de nous écouter par ces voix. Mais Laurence, avant de répondre à votre question, je voudrais rendre hommage à deux confrères, monsieur le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi Wabulumba et Maître Zachary Ouapi qui ont été des victimes du coronavirus, qui sont décédés. Leur ancien bâtonnier de Kinshasa à Gandé, décédé le 24 mars 2020, unique avocat au barreau du Cameroun, Ouapi Zachary, qui est décédé le 5 avril 2020. Donc je voudrais donner une pensée plus pour ses confrères. Et c'est justement une conséquence de cette pandémie que nous sommes obligés d'organiser la vie de l'UIA par les réseaux, par la ligne. Vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire en termes d'organisation des juridictions suite à la pandémie du coronavirus. C'est vrai qu'il y a eu un tâtonnement. Le barreau avait estimé qu'il fallait prendre un certain nombre de mesures de sécurité pour le personnel judiciaire, avocats, greffiers, juges et tout le personnel administratif, pour éviter le risque de contagion, compte tenu de ce qu'au début de la pandémie, on n'avait pas une idée claire de cette affection. Il y a eu des hésitations au niveau de la chancellerie, qui malheureusement n'avaient pas associé le barreau à la prise de certain nombre de décisions. Dans un premier temps, il était entendu qu'il devait y avoir une suspension des audiences pour mettre en place une organisation, et par la suite, il y a eu une sorte de forcing qui a souhaité que les audiences se tiennent. On avait compris par la suite qu'en réalité, ce forcing était dû à des contingences politiques. Il fallait régler un certain nombre de dossiers d'urgence pour éviter ou pour valider quelques candidatures pour les futures élections, ce qui malheureusement aurait pu impacter négativement la vie des acteurs du monde judiciaire. Bon, aujourd'hui, les élections fonctionnent vraiment à temps ralenti. Toutes les audiences d'urgence sont prises en compte, les audiences de fond ne sont pas traitées, les procédures sont repoussées. Et voilà, sur le plan général, ce qui se passe. Mais à côté des procédures judiciaires, il y a également les questions administratives qui se passent parce que dans le monde concret, c'est valable certainement au Sénégal et au Burkina, mes autres amis, mes autres collègues du panel nous confirmeront. Il y a donc également des actes administratifs que nous sommes obligés d'obtenir auprès des juridictions, notamment le certificat de nationalité pour tous les actes de la vie civile, le casier judiciaire, et malheureusement, avec le dysfonctionnement des juridictions, il y a toutes sortes de paralysie qui créent un effet d'entraînement sur la vie des citoyens en dehors des prétoires. Donc voici dans un ensemble général la situation qui prévaut et qui malheureusement crée un engorgement, une projection devant les tribunaux en raison de la mauvaise organisation, même si, il faut le dire, les choses semblent aller un peu dans le bon ordre, mais tout au début, il n'en était pas ici. Voilà un peu le tableau que je voulais vous rebrosser avant que je puisse développer d'autres aspects de la question qui nous réunit. Merci, monsieur le bâtonnier. Monsieur le bâtonnier Badio, pouvez-vous nous dire un mot de la situation au Burkina Faso?
Oui, bonjour tout le monde. Merci Laurence. Bonjour à tous ceux qui participent à ce webinaire. Bien, je ne vais pas dire des choses très différentes de ce que a dit le bâtonnier Billy Aka par rapport à la situation. Bon, oui, effectivement, au Burkina Faso, le confinement n'est pas strict. Oui, effectivement, l'arrivée de cette pandémie a créé un certain nombre de problèmes, en tout cas pour ce qui nous concerne dans notre sphère judiciaire. Au Burkina, ce qui s'est passé, c'est que bon, le Conseil supérieur de la magistrature a pris de manière très verticale et sans consultation une décision de faire interrompre l'activité de toutes les juridictions, toutes activités confondues, aussi bien celles judiciaires qu'administratives dont Joachim venait de parler. Et cela a duré quasiment, bon, disons, presque 7 semaines. Pendant lesquelles donc tout était bloqué, et ce bien évidemment sans consultation préalable du barreau. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme donc d'une décision verticale et unilatérale. Donc, entre-temps, effectivement, le ministère de la Justice, la chancellerie, a essayé de débloquer quelques moyens de nature à pouvoir permettre la remise en route des activités judiciaires avec les nécessaires précautions sanitaires, donc de gestes barrières, ce qui K1 essaye d'être appliqué en ce moment, mais ce n'est pas toujours évident, notamment par rapport à ce qui concerne les salles d'audience où il y a effectivement par essence, beaucoup de personnes dans ces audiences publiques-là. Les audiences civiles, les audiences correctionnelles sont généralement très chargées. Et là, on n'a pas vraiment encore trouvé de solution. Après, bien évidemment, l'impact ou les dégâts collatéraux que cela a posé, c'est tout ce qui concerne effectivement les privations de liberté et tout ce qui va avec, hein, au niveau effectivement bon, des mises en liberté, éventuellement de l'examen des dossiers des personnes dans ces situations-là, et aussi sur le plan administratif, bien évidemment, la sempiternelle question de l'édiction des casiers judiciaires et des certificats de nationalité, qui sont une activité absolument foisonnante dans nos environnements. Donc ça a bloqué aussi beaucoup de personnes. Et à partir de cela, donc, disons que nous commençons à revivre un tout petit peu sur le plan judiciaire, petit à petit, une remise en mouvement des choses. Mais cette remise en mouvement va aussi se heurter très rapidement à l'arrivée donc des vacances judiciaires qui débutent en début juillet, et sans que pour autant il y ait un véritable plan de désengorgement. Parce que la réalité, c'est que, bon, en fait, voilà, pendant 2 mois, il n'y aura pas eu d'activité. Et s'il n'y a pas de personnel qui arrive en soutien, je ne vois pas très bien comment est-ce que cela va être résorbé pour revenir à la normale. Donc, voilà très rapidement la photographie de ce que nous avons actuellement. Oui, effectivement, ce n'est pas tellement différent de ce que vivent la plupart des pays dans notre région. Et dans la nôtre aussi, je dois dire. Est-ce que, oui, sauf que chez vous, vous avez recruté 8000 temporaires pour aider à désengorger les tribunaux, d'après ce que j'ai lu. Oui. Et nous avons peut-être un soutien informatique plus important, puisque absolument, il me semble que dans la préparation de ce webinaire, vous évoquiez que justement tout ce travail qui est essentiel de l'avocat dans vos pays, en matière de casier judiciaire et de certificat de nationalité, pourrait s'organiser par finalement une installation informatique qui n'existe pas pour le moment. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. La question m'est posée? Oui. Oui, alors effectivement, de ce point de vue-là, nous sommes encore dans une situation un peu, je ne dirais pas de préhistoire, mais en tout cas une situation un peu difficile parce que la mise en route des éléments permettant de faire le traitement des dossiers judiciaires par l'informatique bute à 2 écueils essentiels. Le premier, c'est que nous sommes tributaires d'un réseau qui lui-même
a les déficiences que l'on connaît. Le deuxième, c'est que bon, il y a et le coût et l'équipement qui permettraient de faire ça. Donc, c'est deux écueils qui me paraissent encore un peu difficiles à surmonter dans la mesure où tout ça relève malheureusement de l'investissement public. Et l'investissement public, de mon point de vue, considère un peu, hélas, la justice comme un peu le parent pauvre de l'investissement public. Donc, je ne suis pas très sûr qu'au niveau de la remise à niveau permettant d'avoir un traitement informatique des dossiers judiciaires, nous soyons au rendez-vous dans des temps raisonnables, parce que ça coûte cher. Et malheureusement, nous sommes encore une fois tributaires de l'investissement public, donc de la décision de l'État de faire ou de ne pas faire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais ajouter un élément spécifique sur les difficultés que rencontrent les avocats en Côte d'Ivoire. Vous savez, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le Grand Abidjan est isolé parce qu'en réalité, comme vous l'avez dit, tout est centré sur Abidjan parce que disons, la quasi-totalité des personnes infectées par le virus sont dans la région d'Abidjan et les juridictions fonctionnent dans les provinces, c'est-à-dire à l'intérieur du pays comme on le dit chez nous. Et pour sortir d'Abidjan, il faut une autorisation administrative qui est donnée par, je crois, un commissaire de police. Alors vous imaginez un avocat qui doit aller exercer sa mission de défense des citoyens, c'est-à-dire un droit reconnu par la Constitution, qui est obligé d'aller demander à un agent de police l'autorisation de pouvoir se déplacer d'un point du pays à un autre pays, alors qu'il s'agit d'un droit fondamental qu'il faut exercer pour les avocats et un droit fondamental pour les citoyens de bénéficier d'une justice et d'une voie de défense. Alors, on est dans une sorte de dichotomie qui ne dit pas son nom, et ça, c'est un vrai problème que le barreau a à résoudre et qui est un vrai écueil, des questions qui se posent en termes de fluidité de la mise en place de la justice comme conséquence également de cette pandémie. D'accord. Merci de cette précision. Aboubacar Fall, est-ce que vous n'avez pas eu une expérience justement avec l'informatisation d'un greffe il y a quelques années au Sénégal? Merci Laurence. Bonjour à tout le monde. Je pense qu'effectivement, pour parler de l'informatisation du système judiciaire dans son ensemble, il convient de rappeler qu'effectivement au Sénégal, il y a eu un projet, il y a 20 ans maintenant, donc c'était en 2000, un projet initié par ce qu'on appelait à l'époque le comité de réforme juridique, qui était un projet mis en place par le gouvernement destiné à moderniser l'environnement juridique, l'environnement des affaires en particulier. Et dans ce cadre-là, effectivement, il avait été question de moderniser le greffe qui gère le registre de commerce et du crédit immobilier, lequel registre de commerce et du crédit immobilier, justement, devait être modernisé dans la perspective de pouvoir alimenter le registre de la CCJA, qui centralise toutes les données de ce point de vue-là. Donc, je crois effectivement, il y a eu ce projet, mais depuis 2000 donc jusqu'à aujourd'hui, ce projet n'a pas encore vu le jour, ne s'est pas concrétisé. Donc, il y a encore un problème de mise en œuvre de ce projet de modernisation du greffe. On m'a dit récemment que le projet était en cours d'exécution, que on enverrait les résultats dans les prochains mois. Mais toujours est-il que absolument rien n'a été fait. En revanche, et ça c'est important de le dire, puisqu'on est dans le cadre de l'arbitrage, sachant que, comme je l'ai dit, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, la justice étatique est en amont et en aval du système de l'arbitrage. Il faut qu'on interroge l'intégrité du système informatique qui est en place dans nos juridictions. Alors, à cet égard, il faut rappeler qu'au Sénégal, seul le tribunal de commerce dispose aujourd'hui d'une plateforme informatique performante qui permet justement de conduire des procédures d'un bout à l'autre. Le TGI n'a pas cette capacité,
bien qu'il y ait des possibilités au TGI de pouvoir consulter les résultats des audiences, des décisions, et de consulter effectivement les rôles d'audience. Mais toujours est-il que le système en général, il n'y a pas de plateforme intégrée. Et ça, c'est un problème, puisqu'on parle d'arbitrage. Il va falloir que nos pays justement investissent, et ça, c'est pour retomber sur la question de l'investissement dont parlait tout à l'heure le bâtonnier Youssouf. Il faudrait que les pays investissent dans la technologie. Il faut que la justice soit technologiquement disons, équipée pour pouvoir faire face à ces missions, ces premières missions publiques, mais également comme soutien à l'arbitrage qui nous préoccupe aujourd'hui. La technologie représente un coût aussi au Sénégal. Parfaitement. Je crois qu'elle le représente partout, dans nos pays, dans les différents pays qui sont en présence ici. C'est un coût, effectivement, qu'il convient de minorer pour pouvoir permettre l'accès précisément à la justice, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'on va vivre avec le corona. Il y aura toujours des difficultés de rassemblement devant les salles d'audience, etc. Il va falloir justement investir dans la technologie, en particulier en matière de justice. Et ça a un coût, c'est sûr, mais le pouvoir doit, comme l'a dit tout à l'heure le bâtonnier Badio, c'est un investissement public, c'est très important. Il va falloir qu'aujourd'hui, à l'occasion, en tout cas, vu l'avènement de cette pandémie, qu'on se rende compte qu'il est essentiel, c'est vital pour nos économies d'investir dans la technologie en matière judiciaire. La justice puisse s'opérer, s'effectuer, disons, à distance, comme on le fait dans d'autres cieux. Je crois que ceci est important. Le coût est là, effectivement, mais il va falloir qu'on voit ce coût contre les modes d'investissement global pour délivrer un service public. Merci. Oui. Monsieur le bâtonnier Bileaka, vous avez, participé, je crois, ou avez donné une impulsion pour la création du tribunal de commerce à Abidjan, me semble-t-il. Oui, c'était un but, disons, occasionnel, puisque j'étais bâtonnier au moment où le projet était lancé, donc il fallait que je m'y investisse. Tout autre bâtonnier à ma place aurait joué ce rôle fondamentalement. Effectivement, nous sommes impliqués pour faire valoir la place de l'avocat et la crédibilité que nous attendons de cette institution judiciaire, de façon à faire en sorte que les plaintes que les avocats rencontraient par le passé avec le tribunal de première instance se dissipent. C'est vrai qu'aujourd'hui, le tribunal de commerce d'Abidjan apparaît comme une juridiction d'excellence en Côte d'Ivoire. Les audiences continuent d'embellir, l'informatisation est mise en œuvre, mais comme disait tout à l'heure mon ami Fall, il faut intégrer tout le système informatique dans un ensemble cohérent qui permette à un avocat ou à un justiciable qui est de l'autre côté du pays de pouvoir consulter les informations qui sont dispensées dans d'autres juridictions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Même si, avec le tribunal du commerce d'Abidjan, il y a un grand espoir de bonne évolution des choses. Je crois qu'il faut rapidement appeler à l'exemple de ces juridictions d'excellence dont je parle, mettre en place une institutionnalisation de la justice en ligne. Il est important, on ne peut plus attendre le siècle prochain pour passer à cette réforme indispensable. Je pense qu'il n'y a même pas une réforme, c'est une obligation d'actualité qui nous impose de tout de suite, tout de suite prendre en charge ces instruments modernes qui nous permettent de faire des économies importantes. C'est vrai que cela va demander, tout à l'heure, Fab l'a dit, des investissements importants, mais par derrière, on aura une économie substantielle à réaliser. Si aujourd'hui nous sommes capables de faire un webinar, nous n'avons pas payé le billet d'avion, nous n'avons pas payé de séjour dans un hôtel, dans un pays donné pour organiser ce séminaire. Avec le mécanisme de la ligne, tout le monde a le même niveau d'information avec les frais de déplacement en moins. Et
le même investissement ayant été fait dans nos pays, il va sans dire que nous allons tous faire des économies en termes de déplacement, en termes de risque de route, en termes de vue de nos véhicules, en termes de temps passé hors de nos cabinets facturés aux clients et un certain nombre d'éléments qui s'intègrent dans une économie judiciaire. Donc je crois qu'on ne peut plus faire l'économie de cet investissement. Ce serait un acte de nouvelle gestion que de penser à la levée de cet investissement alors qu'on sait que manifestement, il y a un gain important que nous allons recueillir en mettant en place tous ces instruments. Donc, de justice en ligne, de dématérialisation de la justice. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, le citoyen a fait le rang devant des grèves pour obtenir un papier en ligne. Lorsque vous accédez à une base de données, vous devez pouvoir accéder à un certain nombre de documents. Ça se passe ailleurs. Nous n'allons pas réinventer la roue. Il suffit seulement que nous ayons la volonté d'initier et que les appuis puissent être apportés de façon à régler un certain nombre de problèmes de lourdeur qui empêchent un vrai développement. Cette empêchement de développement a un impact également sur le développement de l'activité régionale et même de l'activité économique de façon étendue. Merci. La justice est vraiment un point central du développement d'un pays. Ce n'est pas un point périphérique. Monsieur le Président Badio, Oui. est-ce que au Burkina, on pourrait dire aussi que le tribunal de commerce a un statut d'excellence et peut-être pourrait finalement impulser de cette modernité vers le reste de la justice? Oui, merci. Oui, je suis un peu comme Joachim, j'étais bâtonnier en exercice lorsqu'on a installé le tribunal du commerce. Et bon, alors, bien évidemment, comme bien souvent, malheureusement, ces choses ont été faites non pas parce qu'elles ont connu une élection venant du pays, mais plutôt sous l'impulsion des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, qui exigeaient que justement nos justices se mettent au diapason et qui faisaient donc de l'élection des tribunaux du commerce un acte absolument essentiel de la modernisation de nos systèmes et surtout judiciaire et surtout du doing business qui nécessitait qu'il y ait une juridiction spécialisée. Une fois que cela a été dit, effectivement, comme l'a dit Joachim, l'installation s'est faite avec le financement pour l'équipement et toute la formation, ainsi de suite, par la Banque mondiale. Mais le problème, ce n'est pas le début. Comme disait le président Félix Houphouët-Boigny, c'est la fin de la course, c'est pas le début de la course. Parce qu'après, il faut justement qu'on puisse avoir des structures qui s'inscrivent dans la pérennité. Or, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le démarrage a été fait, il faut absolument que le pays lui-même reprenne la main et fasse en sorte que, bon, on soit dans une structure pérenne qui permette un fonctionnement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et je sais que, bon, à Ouagadougou, il y a 1 an et demi, 2 ans, le tribunal du commerce avait une panne sur un ordinateur et ça a duré quasiment 6 mois pour être réparé. Et donc, tous les RCCM qui devaient être extraits de ce greffe étaient donc extraits de manière manuelle en repartant sur les registres à la main, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout simplement parce que pour réparer l'ordinateur, il fallait que le budget vienne du ministère de la Justice. Voilà, ça c'est un exemple. Après, il y a effectivement la manière dont on recrute les assesseurs et la manière dont on les traite qui permet de considérer que bon, la justice, de ce point de vue-là, au niveau tribunal du commerce, est une justice d'excellence ou pas. Et là, franchement, on est dans à mon avis, des situations différentes par rapport aux pays, parce qu'il y a des pays où effectivement, je pense à Côte d'Ivoire, je rejoins ce qu'a dit Joachim là-dessus, je ne peux pas dire la même chose du Burkina, parce que, encore une fois, il n'y a pas de juge spécialisé formé essentiellement pour le ministère du Commerce. Les juges peuvent être tout simplement soumis à des affectations parfaitement contraires à la formation du tribunal du commerce. Donc, de ce point de vue-là, la continuité pose un problème, mais tout ça peut se résoudre sur le temps. Le plus important, je rejoins ce qu'a dit Joachim là-dessus, c'est que l'État croit en l'investissement pour la justice et pour la modernisation de la justice. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, bon, il faut
en amont et en aval, que l'ensemble du système judiciaire se tienne et que, bon, on ne fasse pas du tribunal du commerce comme dans l'hôpital, le pôle d'excellence qui est la neurochirurgie, et puis le reste du système judiciaire, c'est le service de gériatrie. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va absolument pas fonctionner, et c'est ce qu'on constate. Et donc, par conséquent, il faut absolument que nous arrivions effectivement, du point de vue de la sensibilisation, à faire comprendre à nos États que voilà, la justice, c'est pas un pis-aller, c'est un point nécessaire au développement des pays et un passage obligé. Et généralement, je dis toujours en m'amusant que dans nos environnements, quand les fusils et les coups d'État ont fini d'exister et de parler, le premier et le dernier rempart du citoyen et de l'investisseur, c'est le système judiciaire. Donc, par conséquent, il faut travailler à ce qu'ils soient étoffés, équipés et de manière pérenne, et que les équipements ne s'étiolent pas une fois que le tuteur qui les a financés est parti, parce que l'État en lui-même accepte le projet, le reçoit, accepte les financements et la mise en place, mais ne s'inscrit pas lui-même dans la dynamique du fait de croire à cela et de financer cela à la hauteur des performances qu'on en attend. Merci beaucoup. L'une des réformes CCJA était justement d'essayer de réduire les délais et d'être plus efficace pour un arbitrage plus efficace. Mais cela se pose au niveau notamment de l'exéquature, mais cela pose des questions de fonctionnement de la justice aussi. Est-ce que les difficultés que vous nous décrivez dans la justice actuelle, mais peut-être déjà un petit peu avant la pandémie, ont une incidence sur les délais, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'en raison de la pandémie, vos pays respectifs ont pris des dispositions de prolongation des délais? Aboubacar Fall, au Sénégal? Écoutez, c'est une question à laquelle je ne peux malheureusement pas répondre immédiatement, puisque la justice avait été mise en veilleuse par une décision ministérielle il y a 2 mois, et les choses viennent de reprendre. Par conséquent, on n'a pas encore de visibilité quant aux procédures en cours, quant à leur prolongation. Donc, pour le moment, on en est là. Mais je pense qu'effectivement, c'est une question qui va se poser, puisque les rôles sont engorgés, et il va falloir justement trouver le moyen de les désengorger au moyen de prolongation de délai pour éviter que les justiciables ne pâtissent de cette situation. Donc, je crois que ça, c'est une réflexion, oui. Merci. Et au niveau de la CCJA ou de l'OHADA, est-ce qu'il y a eu des mesures prises pour l'allongement des délais? Est-ce que l'un de vous a des informations? Pardon? Oui, je peux répondre à cette question? Oui, bien sûr. Oui, il y a une décision qui a été prise par le président de la CCJA. Le président, ouais. Je peux vous dire la décision qui me paraît un peu curieuse, mais bon, chacun l'interprétera. Elle est plus que curieuse. Elle est plus que curieuse. Alors, article 1, c'est une décision en 3 articles, mais l'article le plus important, c'est l'article 1 qui dit: en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à coronavirus, Covid-19, les délais pour former le recours devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA seront appréciés en fonction des difficultés avérées rencontrées par les parties. Il avait dit des délais relatifs aux procédures pendantes. Je crois, Monsieur le Président Badio, que vous vouliez réagir à cette oui, alors décision du président. Ça m'amuse un peu, c'est ce que j'appelle la tropicalisation des normes. Parce que oui, non, mais c'est absolument amusant. Très simplement, les délais, pour ce qui concerne le national, relèvent pour la plupart de la loi parce qu'ils sont d'ordre public. D'accord? Clair et net. Donc, ça veut dire que pour les modifier, il faut que le Parlement se réunisse en urgence, ce qui est le pas, parce que c'est quand même exactement les mêmes typologies architecturales de la nomenclature constitutionnelle dans la plupart de nos États. Alors, pour le traité WADA, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut réunir le Conseil des ministres et la conférence des chefs d'État. Et le traité n'a pas prévu, comme disent les Américains, d'escape
pour pouvoir éventuellement traiter des cas qui n'auraient pas été prévus. Mais quand j'ai vu la décision du président, bon, franchement, ça m'a fait sourire parce qu'elle est de nul et de nul effet. À partir du moment où vous invoquez une cause externe qui n'est pas une cause liée à l'attitude du justiciable ou du recourant, vous ne pouvez pas dire que ce sera apprécié en fonction des difficultés réelles, parce que les difficultés réelles, elles varient d'un greffe à l'autre. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Et c'est vrai que bon, alors je pense que ça partait d'un bon sentiment pour qu'on ne dise pas la Cour n'a rien fait. Mais à l'arrivée, ça complique plus la situation que ça ne l'éclaircit. Parce que je ne sais pas si les recours doivent être accompagnés d'un pré-recours motivant de manière express les raisons pour lesquelles on arrive en retard. Mais bon, il sera amusant de voir quelle est l'attitude de la Cour. Non, c'est juste pour dire que c'est là où on se rend compte que du point de vue de la réactivité, l'osmose entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir parlementaire ne fonctionne pas. En tout cas, dans le cas d'espèce, je ne connais pas de pays qui ait réagi. Et pour ce qui concerne le Burkina, la réponse est non. Il n'y a pas eu de texte, il n'y a pas eu de décision prise pour rallonger les délais. Merci beaucoup. Si je peux juste intervenir là-dessus. Oui, Aboubacar, Oui. vous en prie. Mais très rapidement, pour dire que c'est effectivement, comme l'ont souligné les bâtonniers Joachim et Youssouf, je crois que c'est une décision complètement arbitraire, puisqu'on ne peut pas apprécier au cas par cas une situation de nature générale, parce qu'on ne peut pas apprécier au cas par cas l'acceptation ou non d'un recours. Ça, c'est une chose. C'est juste pour me référer aux différents centres d'arbitrage de par le monde, ont décidé de suspendre complètement les procédures. Je crois que c'est une décision utile, c'est ce qu'aurait dû faire la Cour, en attendant justement de pouvoir réunir les conditions propres à reprendre les procédures. Et de là à justement sortir cette circulaire, ou je ne sais pas quelle est la nature de la décision derrière. Et une décision. C'est une décision très arbitraire. De nature très arbitraire. Voilà. Merci beaucoup de cette transition, Aboubacar, puisque l'un des participants disait « Mais enfin, vous parlez de la technologie dans les tribunaux, mais est-ce que ce n'est pas celle dans les centres d'arbitrage dont il faut parler ?» Et c'est justement la transition avec les centres d'arbitrage. Vous venez de nous dire que ces centres d'arbitrage ont parfois suspendu les arbitrages. Alors, qu'en est-il de ces centres d'arbitrage? Une étude réalisée par SOAS en 2018, 2018 je crois, a mis en évidence que les centres qui fonctionnaient le mieux, si j'ose dire, étaient des centres de l'Afrique anglophone. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, Aboubacar? Oui, effectivement, les centres qui fonctionnent, enfin, à part la CCJA, qui est une institution de nature complètement différente, les centres qui marchent, qui fonctionnent, aujourd'hui, ce sont des centres gérés par le privé. Et c'est le propre des centres dans les pays anglophones, donc notamment Nairobi, Kigali, Lagos Abuja, Maurice, etc. Donc, ouais, donc ce sont effectivement des centres qui sont gérés par le privé. Et je crois que le bâtonnier Youssouf a des éléments d'information pour appuyer cette assertion. Mais par ailleurs, ces centres sont soutenus aussi par des associations qui justement réfléchissent et alimentent ces centres en termes d'information, de stratégie, etc. Vous pourrez noter, vous pouvez parler tout à l'heure de SOAS, mais SOAS est une université anglaise, mais en son sein, il y a une personnalité qui est Emilia, qui, elle, justement, contribue. Et nigériane, je crois. Voilà, absolument, qui contribue aux actions de différentes associations, notamment le e-Africa, je sais pas comment ça s'appelle. IARB Africa. IARB, International Arbitration Africa. Exactement, et il y a aussi l'association africaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ce projet
IARB ou International Arbitration Africa. Vous pouvez nous en dire un mot, Aboubacar? Moi, je suis plutôt, enfin, j'ai publié un papier que j'aurais remis, mais je ne les connais pas tout à fait. En revanche, je connais bien l'African Arbitration Association, dont je suis membre. Ça, c'est une institution qui a été créée sous l'égide, avec le soutien de la Banque africaine de développement et de la Facilité africaine de soutien juridique, pour justement permettre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire permettre aux Africains disons, de s'approprier les procédures d'arbitrage qui impliquent des entités africaines, qu'elles soient publiques ou privées, mais également de permettre aux acteurs africains de pouvoir participer à ces procédures. Et ça, je crois que c'est une mission absolument de très haut, très grand intérêt. Pardon. Et donc, l'Association africaine d'arbitrage, justement, a tenu sa première réunion, sa première convention à Kigali l'année dernière. Cette année, c'est le Ghana qui devait abriter la seconde conférence. Malheureusement, pour les raisons que vous connaissez, cet événement a été mis en veille en attendant des jours meilleurs. Donc voilà, il y a comme ça des institutions qui soutiennent justement non seulement la participation des Africains à l'arbitrage, mais également les institutions d'arbitrage qui fonctionnent. Malheureusement, pour le moment, enfin malheureusement pour nous francophones, pour le moment, ces centres d'arbitrage les plus performants sont dans les pays anglophones. Est-ce que vous pouvez nous parler vous nous disiez que l'African Arbitration Academy n'avait pas pu tenir sa conférence au Ghana, mais malgré tout, elle n'est pas restée inactive puisqu'elle a été, je crois que c'est la seule association en Afrique qui a publié un protocole sur les audiences virtuelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, très rapidement. Il s'agit de ce qu'ils ont appelé African Arbitration Academy Protocol on Virtual Hearings in Africa. Donc, le protocole sur les audiences d'arbitrage en ligne. Et là, les dispositions de ce protocole visent à encourager les États, d'abord les États, à mettre en place, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à mettre en place une plateforme ou des plateformes de gestion informatique qui puissent permettre justement le bon fonctionnement des institutions judiciaires, parce qu'encore une fois, elles sont en amont et en aval, mais également des procédures d'arbitrage qui peuvent être tenues dans les différents pays africains. Donc ça, c'est un premier appel. Ensuite, maintenant, demander aux acteurs de pouvoir participer de manière efficace au déroulement des procédures en ligne et notamment d'assurer l'intégrité des données. Parce qu'en matière d'arbitrage, évidemment, il y a des données, l'intégrité des données, parce que il y a des données extrêmement sensibles, il va falloir les sécuriser. Cela fait appel, effectivement, à un ensemble de dispositions auxquelles il va falloir réfléchir, etc. Donc, je crois que c'est un ensemble de recommandations que ce protocole envisage et demande aux États de mettre en place. Alors, si nous avons probablement pas les mêmes difficultés relatives à la technologie dans nos pays européens, je crois que la question de la cybersécurité est exactement la même. On est en train quand même de s'interroger sur le point de savoir si toutes ces conférences téléphoniques que l'on fait sur nos dossiers, si ces plateformes d'audience virtuelle qui sont mises en place sont réellement protégées et si les informations ne seront pas utilisées par ailleurs. Donc, je crois que c'est vraiment… Pardon, ce sont deux points qui sont évoqués en préambule de ce protocole sur les audiences virtuelles que je vous invite vraiment à regarder parce que c'est très intéressant. Je crois que c'est important qu'une initiative de la sorte ait été prise par une institution africaine. Et je rappelle, comme l'avait souligné le bâtonnier Youssouf à l'occasion de nos premiers échanges, effectivement, ils n'ont pas attendu le Covid, ils ont anticipé. C'est ça. C'est très bien, ça veut dire que c'est vraiment, alors, que c'est vraiment une volonté de dynamisme. Malheureusement, rien ne peut, enfin, bien que institutions privées, elles ne peuvent pas tout faire, parce que l'État ou les États doivent justement, c'est à elles de mettre en place ce système nécessaire à assurer l'intégrité des données, ce que vous appelez la cybersécurité. La cybersécurité,
Je crois que Aboubacar, vous avez déjà souligné ce point, mais peut-être le bâtonnier Badiou pourrait dire un mot pour nous expliquer quelle différence il voit entre ces institutions d'arbitrage d'Afrique anglophone qui ont un dynamisme, qui semble avoir un dynamisme différent des institutions que l'on trouve indépendamment de la CCJA, qui fait partie finalement d'un ensemble juridique, mais des autres institutions d'Afrique de l'Ouest. Comment vous voyez la différence de dynamisme entre ces deux pôles? Oui, merci Laurence. Mais en fait, moi, je pense que la différence est une différence qui est tout simplement celle qui existe entre le monde africain anglophone et le monde africain francophone. D'un côté, un centralisme un tout petit peu désuet par rapport à la souplesse et aux initiatives que l'on attend pour développer un genre nouveau au niveau donc judiciaire et au niveau des modes alternatifs de règlement de conflits, et de l'autre, une gouvernance anglophone qui est beaucoup plus souple, qui va sur des objectifs clairs et pour lesquels, je veux dire, lorsque quelque chose est créé, c'est créé pour arriver à un objectif, pour performer et non pas juste, comme disent les Français, pour se justifier par sa propre existence. Parce que le gros problème que l'on a, c'est que souvent, on a pas mal d'institutions et de centres d'arbitrage qui sont effectivement là, existants dans la plupart de nos pays, mais qui n'ont pas les moyens de mettre en place ce que l'on espère voir arriver, c'est-à-dire à la fois anticiper et ne pas attendre d'être dans une situation de blocage pour commencer à réfléchir de comment on avance, suivre le mouvement du monde aujourd'hui qui effectivement est essentiellement calqué sur l'informatique. Je dis souvent en m'amusant que plus personne ne sait aujourd'hui ce que c'est qu'un billet d'avion papier. Oui, ceux qui ont 25 ans ne savent pas ce que c'est qu'un billet papier, mais ça existait. Donc, nous devons évoluer et la difficulté que nous avons, c'est que chez nous, dans la plupart des pays francophones, le centralisme étatique fait que, malheureusement, pour être performant, il faut que la tête soit performante et qu'elle ait une vision, qu'elle ait une perspective et qu'elle sache où sont les intérêts du pays par rapport aux investissements, parce que le pendant d'une justice alternative ou une justice classique, c'est d'abord avant tout de rassurer effectivement l'investissement et de faire en sorte que lorsque les citoyens ont besoin de leur système judiciaire, qu'ils trouvent quelque chose de fluide et que la césure qu'il y a entre les capitales et donc le reste du pays en général disparaisse progressivement. Mais c'est un choix. Et souvent, je donne cet exemple-là lorsque la téléphonie mobile est arrivée au Burkina Faso. C'était, je crois, en 98, à l'occasion d'un sommet France-Afrique, et la délégation française avait exigé pour que le sommet se tienne bien. Une des conditionnalités, c'était qu'on mette en place un réseau de téléphones cellulaires. Alors aujourd'hui, ça fait sourire, mais l'État du Burkina avait dépensé 11 milliards de francs CFA pour un réseau de téléphonie cellulaire qui n'arrivait pas à dépasser les 10 km en dehors de la ville de Ouagadougou. Et donc là, par rapport, on avait comparé ça un peu aux investissements qu'il y avait sur l'eau, l'école et la justice. Pour ce qui concerne la justice, c'était quasiment 20 ans d'investissement. Pour que pendant 3 jours, les hautes personnalités aient chacun leur téléphone portable pour s'appeler entre eux. Donc, c'est absolument le curseur de où est, pour nos pays, où est l'intérêt du système judiciaire. Alors que dans les pays anglophones, c'est l'initiative, le privé et, en bout de piste, la rentabilité du système qui est importante. Je pense que ça, c'est la plus grosse différence et c'est ce qui fait qu'à Maurice, comme à Lagos ou à Johannesburg, les choses au niveau de l'arbitrage vont certainement beaucoup mieux que chez nous. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais compléter notre panorama africain par des observations de notre consoeur Marie-André Ngoué du Cameroun, qui dit le CMAG a dû se mettre au e-travail, en particulier la tenue des audiences de cadrage par e-conférence, et elle disait qu'elle était intéressée à avoir des recommandations pour développer des procédures d'arbitrage par e-conférence. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que
la CCI, donc la Chambre de commerce internationale, a édité des notes, mais peut-être, Joachim, tu veux, en tant que membre de la Cour, tu veux en dire un mot sur les audiences virtuelles et la façon dont on devait organiser maintenant. Il y a déjà une note de 2018, je crois, sur l'utilisation de l'outil technologique. Et tout récemment, au début de la pandémie, la CCI a mis en place des règles sur la pandémie. Mais presque toutes les institutions ont mis en place maintenant des règles, que ce soit la Chambre de Stockholm, que ce soit Singapour, on l'évoquait tout à l'heure. Il y a vraiment presque toutes les institutions, donc vous devriez trouver très facilement des informations sur l'organisation de ces audiences virtuelles ou la façon dont on doit gérer un arbitrage maintenant quand on ne peut plus le faire en présentiel, comme on dit, puisqu'on a évoqué des nouveaux mots maintenant. Oui, absolument. Marie-André nous précise, oui, qu'on n'a pas… Alors, je dois rectifier quelque chose. Quelqu'un me dit que le docteur Emilia Onyema, dont je parlais tout à l'heure, et qui gère le projet SOAS, est probablement camerounaise et non nigériane, comme je le disais. Alors, je n'ai pas les moyens de vérifier là en vous parlant, donc je vous relais cette information. Et puis, peut-être pour finir un peu notre tour d'horizon, j'aurais voulu vous parler d'un centre qui a vu le jour en 2015 et qui conforte un peu aussi cette position de l'Afrique anglophone par rapport à l'Afrique francophone en matière d'arbitrage, qui est le Centre conjoint Afrique-Chine. Aboubacar, pourriez-vous nous en dire un mot de ce centre conjoint Afrique-Chine? Oui, c'est un centre qui a été créé par conjointement, comme le dit son intitulé, par le centre d'arbitrage de Shanghai et celui de Johannesburg. Mais en réalité, ce centre, sa vocation est beaucoup plus large que faire chino-sud-africaine. C'est beaucoup plus large, puisqu'effectivement, elle s'inscrit, enfin, ces activités s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus global. Vous savez, ça a été dans le cadre de cette grande initiative chinoise qu'on appelle la route de la soie, qu'en anglais on appelle something belt, je sais pas, Road and Belt Initiative. Road and Belt, exactly. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les Chinois ont pensé qu'il fallait, pour être complet dans leur stratégie, il fallait qu'il y ait un aspect résolution des différends. Et ils ont donc choisi de mettre en place cet accord conjoint entre deux centres, qui sont des centres, j'allais dire, pilotes. Parce qu'encore une fois, la vocation du centre dépasse le seul cadre chino-sud-africain. Alors, pour les compétences de ce centre, c'est de traiter toutes les affaires commerciales dans lesquelles sont impliquées des entreprises ou des personnes physiques africaines et chinoises. Ça, c'est vraiment le critère. Oui. Pour aller très rapidement, voilà, ça c'est le critère. Mais c'est un centre qui nous n'avons pas encore vu de règlement d'arbitrage commun. Il y a un règlement d'arbitrage de Shanghai, et un règlement de Johannesburg. Mais c'est toujours, on rappelle toujours CAJAC. C'est toujours un règlement, on dit toujours c'est Shanghai CAJAC. CAJAC, c'est China, Africa Joint Arbitration. Johannesburg, oui. Donc voilà, et l'autre, voilà, Center. Et l'autre, c'est aussi, ça va être CAJAC. Mais encore une fois, la vocation est d'aller beaucoup plus loin, d'aller au-delà de ces deux pays, et d'embrasser toutes les activités chinoises en Afrique et les Africains en Chine. Peut-être, Président Badio, vous pourriez nous dire un mot. Pourquoi pensez-vous que la Chine ait choisi Johannesburg comme tête de pont en Afrique? Bon, mais d'abord parce que nous sommes le futur par rapport à la vieille Europe. Donc déjà, ça c'est quand même quelque chose d'important. Ensuite,
Je pense que c'est un choix très judicieux qui allie à la fois la force économique, le poids diplomatique et le poids du rayonnement de l'Afrique du Sud, qui est certainement et même assurément la puissance économique la plus importante de l'Afrique. Je pense que tous ceux qui ont été en Afrique du Sud savent que, bon, en fait, ça n'a d'Afrique pour ces aspects-là qu'effectivement le nom, et ça n'a rien à voir avec les pays sahéliens, par exemple, où nous habitons. Donc, je pense que c'est un choix opérationnel et les Chinois, comme je dis habituellement, ont une réflexion à 50 ans et non pas à 4-5 ans. Et le choix de Johannesburg a été sciemment fait. Et dans la foulée de la création de ce centre d'arbitrage Chine-Afrique, Kajak, comme il disait tout à l'heure, ils ont initié une grande réunion, une grande conférence qui a abrité 1500 personnes à Cape Town, avec tout le gratin de l'arbitrage, tout le gratin des diplomates qui pèsent, tout le gratin des hommes d'affaires qui pèsent, aussi bien au niveau chinois qu'au niveau africain, pour donner une tonalité et vraiment un lancement d'envergure à ce centre de manière à le faire connaître. Je pense que c'est ce qui a justifié le choix et l'objectif est très clair dans le cadre de la route de la soie, faire en sorte que Johannesburg soit une tête de pont qui arrose et dynamique l'Afrique et qui a une situation qui, sur le plan économique, permet en fait de faire vivre effectivement un arbitrage conséquent. Ce n'est pas tout à fait le cas dans la plupart des petits pays comme ceux que nous voyons en Afrique francophone, où quasiment 80% du portefeuille d'affaires susceptible d'être éligible un jour à un arbitrage concerne peu ou prou l'État ou ses démembrements. Ce n'est pas le cas en Afrique du Sud. Et donc, je pense que c'est un choix qui a été fait avec beaucoup de sens pour les années à venir. Et je crois que le devenir de ce centre-là va probablement être quelque chose d'important à suivre parce que je suis certain qu'avec la force de frappe diplomatique qu'ont les Chinois, elle va être très, très vite implantée dans la plupart des pays que nous connaissons et dans lesquels nous vivons. Absolument. Et je crois que c'est le souhait de Kajak, justement, de pouvoir s'implanter au travers de différents relais, mais en tout cas de pouvoir s'implanter dans les différents pays. Parce qu'encore une fois, l'ambition du Kajak, c'est de dépasser le cadre strict de la Chine et de l'Afrique du Sud. Donc, vous avez parfaitement raison, bâtonnier Youssouf. Laurence, je voulais juste dire en terminant que tout ça s'inscrit dans une dynamique très élaborée de la Chine. Parce que, comme vous avez vu, par rapport au dernier article que je vous ai envoyé, la Chine va essayer de plus en plus de s'autonomiser par rapport au dollar, donc de ramener dans son filet toute une série d'intervenants sur le monde des affaires qui, jusque-là, ne juraient que par le dollar. Et ils ont, je pense, et les moyens économiques, et les moyens financiers, et les moyens politiques de faire en sorte que le centre d'arbitrage vive avec une certaine performance pour l'avenir. Alors, peut-être pour que ça ne reste pas une référence entre nous, je devrais partager cette information que vous nous avez donnée, Président Badio. C'était un article du Guardian d'il y a quelques temps qui évoque, qui est assez, pour moi en tout cas, assez hallucinant. Exactement. Et que donc le président Badio nous a gentiment fait partager et qui met en évidence la volonté de la Chine de développer une nouvelle monnaie électronique, un peu comme les bitcoins finalement, dont on parle beaucoup chez nous. Je ne sais pas si on en parle en Afrique, mais on en parle chez nous. Et donc créer une nouvelle monnaie et elle commence à avoir une partie d'activité avec cette nouvelle monnaie. Je vous invite vraiment à regarder cet article sur le Guardian parce que c'est assez impressionnant. Et peut-être pour en finir, alors, oui, si tu permets, Laurence, je pense que pour ceux qui écoutent, les participants, je crois que c'est bon qu'on puisse afficher les différents liens sur le protocole et sur cet article du président Badio. D'accord. C'est des articles très intéressants qui ont nourri beaucoup de réflexions
et notamment relativement à la Chine, quand on choisit de l'Afrique du Sud, il faut se rappeler que l'Afrique du Sud est un pays qui était enclavé et donc qui n'était pas soutenu nécessairement d'une puissance extérieure. Donc, il a développé un génie propre qui fait que son autonomie intéresse la Chine, qui en plus est le pays le plus industrialisé d'Afrique. Donc, c'était un pôle de rayonnement industriel qui est également un pôle de rayonnement économique, même si parmi le Nigeria est la première puissance économique d'Afrique, mais en termes d'industrialisation et de structuration de l'économie, l'Afrique du Sud paraît être le pays le plus attractif en termes de rayonnement sur un certain nombre de pays qui ne sont pas sous la coupe de l'ancienne puissance coloniale. Est-ce que le fait que la Chine ait été très impactée et le point de départ de cette pandémie, et compte tenu de la présence chinoise importante en Afrique, est-ce que l'Afrique a souffert de l'arrêt du commerce avec la Chine ou de tout cela à plus grande échelle? Pensez-vous que nous en avons souffert dans nos pays européens? Je n'ai pas bien compris la question. Le fait que la présence chinoise, on le sait, est extrêmement importante dans l'économie africaine, dans toute la construction, dans un certain nombre d'industries. Il me semble, mais peut-être que la Chine n'est pas aussi compliquée que les autres puissances du monde. C'est vrai que la Chine a un dynamisme et peut-être une visibilité qui est nouvelle et qui semble peut-être bouleverser ou déranger ceux qui étaient dans un sort de confort qui ne faisaient plus d'efforts. Bon, mais je ne crois pas qu'en termes de statistiques, la Chine ait dépassé d'autres anciennes puissances en termes d'investissement ou de prise de part de marché en Afrique. D'accord. Oui, alors moi, sur ce point-là, Laurence, je pense que il faudra peut-être attendre un tout petit peu d'avoir les chiffres de l'importation chinoise en Afrique et donc les chiffres, comme on dit, du cordon douanier sur les 2 derniers mois. Mais je pense que il y a moins de souffrance parce que en fait, la Chine n'importe pas comme en Europe de chez des composants électroniques, toute une série de choses qui sont nécessaires absolument à l'industrie de ces pays d'Europe. Chez nous, c'est plutôt du détail en général. Et lorsque ils sont investis sur des domaines, ce sont des domaines comme l'agriculture ou tout simplement des usines qu'eux-mêmes alimentent, comme par exemple la fabrication des chaussures Nike et autres en Éthiopie, ou l'agriculture. Mais sinon, pour ce qui concerne l'importation dans nos pays, c'est plutôt, effectivement, du matériel industriel ou de tous les jours. Ça, je pense que les chiffres, c'est pas des éléments de première nécessité pour la vie humaine, mais je pense que c'est pas non plus des éléments structurants pour le fonctionnement des usines et de l'industrie dans nos pays. Donc, c'est quand même moins impactant qu'en Europe. En Europe. Si je peux juste placer un petit mot sur la dette, sur le rôle de la Chine par rapport à la dette africaine, parce que c'est peut-être pas le sens du sujet, mais si vous voulez, la Chine justement a aujourd'hui un rôle important vis-à-vis de l'Afrique, puisqu'elle détient l'essentiel des créances dont on parle aujourd'hui, dont on demande qu'elles soient réduites ou dont le paiement doit être différé, etc. Donc, je crois que de ce point de vue-là, la Chine doit entretenir, enfin, les Africains doivent entretenir avec la Chine des rapports encore beaucoup plus importants, nonobstant le fait qu'effectivement, les pays africains aient pu être impactés par ce coronavirus. Voilà. Merci beaucoup de cette précision. Alors, continuons avec les statistiques pour en finir, et c'est une des dernières questions qu'on me pose. Est-ce que vous avez une idée, et je crains que vous n'en ayez pas, des statistiques en matière justement de suspension d'arbitrage? Est-ce qu'à la CCJA, il y a eu des suspensions d'arbitrage? Est-ce que vous avez des échos de statistiques ou d'importance, d'idées sur l'importance des procédures d'arbitrage qui auraient pu être suspendues du fait du Covid?
À ma connaissance, non. Moi, j'en ai discuté avec le secrétaire général qui m'a dit qu'à la volonté des tribunaux arbitraux, ceux-ci pouvaient organiser des audiences en ligne. Donc, certaines audiences ont pu se tenir en ligne. Moi, je suis dans, je crois, 2 procédures, mais bon, je suis côté défense, donc nous continuons d'écrire. On n'a pas arrêté les procédures. En dépit de la pandémie, les délais qui nous ont été octroyés sont restés fermes avec les arbitres. Tout à fait. L'expérience personnelle de ce que je vis, il n'y a pas eu de modification en termes de délai. D'accord. Oui, je confirme. Allez, pardon. Oui, je vous donne la parole. Non, je pensais, Youssouf voulait prendre la parole. Non, vas-y. Alors, moi, j'ai une liste de ce qu'ils appellent les Major Arbitration Institutions, donc les centres d'arbitrage, ce qu'ils appellent majeurs. Enfin, c'est la Camera Arbitrale di Milano, ils ont suspendu. Australian Center for International Commercial Arbitration ont suspendu. Le CAS, la Cour d'arbitrage du sport, a suspendu ses hearings, ses audiences. Le Hong Kong International Arbitration Court également. London Court of Arbitration, LCIA, ils ont suspendu. ICC, ICC, donc la Chambre de commerce internationale, has issued a statement regarding a new pending arbitration proceeding. Ils vont décider quand est-ce que les procédures vont reprendre. Mais pour le moment, donc, on va retrouver les délais. D'accord. Le Stockholm Chamber of Commerce, Singapore International Arbitration Center, Corte de Arbitraje de Madrid, Corte Española de Arbitraje, la Corte civile je ne sais pas si on peut dire que c'est réellement des suspensions. C'est ce qu'ils disent dans ils disent dans le document, ils donnent des délais. Ils disent qu'ils ont suspendu jusqu'à telle date. Ils suspendent. Le terme est exact. Ils ont dit, ils ont suspendu jusqu'à telle date. Souvent, on donne des dates. Là, il y en a, pour le CAS, c'était jusqu'au 16 mai, c'est-à-dire il y a 2 jours, 2 ou 3 jours. D'accord. Voilà. Donc, il y a effectivement des suspensions. En ce qui concerne la CCJA, les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent. Eh bien, il y en a écoutez, peut-être qui ont repris maintenant face à ce déconfinement plutôt. Je crois qu'il y en a qui ont repris, les institutions qui ont maintenant repris peut-être un peu plus, toujours en ligne, évidemment. Alors après vous avoir finalement précisé que, alors vous voyez, Urquiola de Palacio nous dit que la Cour d'arbitrage de Madrid n'a pas suspendu les procédures. Et Marie-André Ngwe nous confirme que le docteur Emilia Onemia est nigériane et pas camerounaise, puisqu'elle a accueilli une conférence SOAS à Douala il y a quelques mois, juste au début de la pandémie du Covid. Nous avons dépassé notre temps, il me reste à remercier tous les participants de nous avoir écoutés pendant une bonne heure et surtout mes panélistes aussi avec qui j'ai été ravie de pouvoir débattre des effets de la pandémie sur l'arbitrage en Afrique. Merci à vous tous et j'espère vous revoir physiquement un de ces jours. Portez-vous bien tous et merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Merci. Merci à tous. On sera heureux de nous retrouver.